Bonjour, ici Sophia et voici ma nouvelle histoire originale sur la chaîne Regard du Temps. Écoutons ensemble. Je m'appelle Johanna Sinclair. J'ai 37 ans. Le soir où je suis rentrée à la maison avec une lettre de licenciement pliée au fond de mon sac, ma sœur ne m'a pas demandé si j'allais bien. Elle a demandé qui allait payer son prêt automobile. Ma mère a hoché la tête comme si c'était une question tout à fait raisonnable à poser en premier. Mon père s'est dirigé vers ma chambre, a sorti un carton du placard et s'est mis à emballer mes affaires sur le champ, devant notre tante, devant la voisine assise sur notre canapé avec une tasse de thé encore tiède entre les mains. Il a dit que ma sœur avait plus besoin de ma chambre que moi. Je me tenais dans ce couloir, portant sur mes épaules 15 années de mensualités hypothécaires, de primes d'assurance et de traite de voiture à mon nom, et rien de tout cela ne comptait. Ce qu'ils ignoraient, ce qu'aucun d'eux ne savait, aurait pu tout changer. Mais lorsqu'ils l'ont enfin découvert, j'étais déjà partie. Avant de vous ramener à cette soirée, j'aimerais que vous appuyiez sur le bouton j'aime et que vous vous abonniez. Dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo et quelle heure il est chez vous. Maintenant, laissez-moi vous ramener à un mardi soir de mars, la nuit où tout s'est effondré. Les néons de la salle de conférence chez Ashford et Graves bourdonnaient comme à l'accoutumée. Mais ce mardi-là, le bruit semblait plus fort. Mon responsable était assis en face de moi, aux côtés d'une représentante des ressources humaines que je n'avais jamais vue auparavant. Un dossier posé entre eux, avec mon nom imprimé sur l'onglet. Restructuration à l'échelle de l'entreprise, a-t-il annoncé. Nous supprimons 40% des effectifs du département analytique. 12 années passées dans cette firme. Pas une seule évaluation négative. J'avais amené 3 de leurs 10 plus gros clients. Rien de tout cela ne rentrait dans le dossier. J'ai signé les papiers, pris le carton qu'ils m'ont tendu. L'ironie de ce carton ne me frapperait que plus tard. Et j'ai quitté les lieux avant midi. Dans le parking souterrain, je suis restée assise dans ma voiture pendant 11 minutes. Je les ai comptés. Puis j'ai appelé Greg Whitmore, mon associé. Je viens d'être licencié, ai-je dit. Il n'a pas hésité une seconde. Alors c'est le moment, Joe. Le cabinet est prêt. Le bureau d'Austin t'attend. Quand est-ce que tu prends l'avion? J'aurais dû répondre demain. J'aurais dû répondre ce soir. Au lieu de cela, j'ai dit laisse-moi d'abord rentrer. Laisse-moi en parler à ma famille. Greg est resté silencieux un instant. Joe, tu es sûr de toi? Je ne l'étais pas, mais j'ai quand même pris la route pour Carterville. 45 minutes au sud sur Lee, 75, en passant devant le Walmart, devant l'église baptiste, devant la boîte aux lettres des Sinclair, au bout de l'allée de gravier. La même boîte aux lettres que mes versements hypothécaires maintenaient debout. En arrivant, j'ai compté les voitures. Celle de mes parents, de Megan, la vieille Buick de tante Patty, la berline de Madame Dawson d'à côté. 4 voitures, cela signifiait de la compagnie. De la compagnie, cela signifiait des témoins. J'ai attrapé mon sac et j'ai marché vers le perron, en répétant encore la façon dont j'allais leur annoncer la nouvelle. Quelque chose de posé, quelque chose qui ne les inquiéterait pas. Je n'en ai pas eu l'occasion. La porte moustiquaire ne s'était même pas refermée derrière moi quand la voix de Megan m'est parvenue du salon. Alors c'est vrai, tu t'es fait virer? Elle était assise en tailleur sur le fauteuil inclinable, le téléphone à la main, me regardant comme on regarde un accrochage sur l'autoroute. Curieuse, pas préoccupée. Licenciée, ai-je rectifié. Ce n'est pas la même chose. Peu importe. Megan s'est tournée vers ma mère. Maman, je te l'avais dit. Qui va payer mon prêt automobile maintenant? Ma mère, Linda Sinclair, était assise sur le canapé à côté de tante Patty avec une assiette de carré au citron entre elles. Madame Dawson, la voisine, occupait le fauteuil près de la fenêtre. 3 femmes, 3 témoins, et pas une seule n'a sourcillé à ce que Megan venait de dire. Ma mère a posé sa tasse de thé. Johanna, assieds-toi. Il faut qu'on parle. Son ton n'était pas inquiet. Il était administratif, comme si elle présidait une réunion au sujet d'un déficit budgétaire, ce qui, je suppose, était exactement le cas. Le déficit, c'était moi. Comment avez-vous déjà été au courant?
ai-je demandé. Megan a haussé les épaules. La copine de Tyler travaille à la réception chez Ashford. Elle m'a envoyé un texto ce matin. Donc, ils le savaient depuis des heures. Ils étaient restés dans ce salon, avaient mangé des carrés au citron et débattu de mon licenciement avant même que j'aie vidé mon bureau. J'ai regardé tante Patty. Elle fixait sa tasse de thé. Madame Dawson faisait semblant de lire quelque chose sur son téléphone. « Johanna », a répété ma mère. « Assieds-toi. » Je me suis assise. Megan s'est penchée en avant. « Tu aurais au moins pu nous prévenir. J'ai un paiement qui tombe vendredi. » J'ai failli éclater de rire, presque, parce que l'absurdité de tout cela était si complète, si parfaitement taillée que cela semblait répété. Mais Megan ne répétait jamais rien. Elle se contentait de dire ce qui la servait sur le moment. Laissez-moi remonter plus loin, parce que ce salon ne s'est pas fabriqué en une nuit. J'ai obtenu mon diplôme de l'Université de Géorgie à 22 ans, avec un diplôme en finance et une offre d'emploi chez Ashford et Graves qui commençait 3 semaines après la cérémonie. Ma grand-mère, Ruth Sinclair, aujourd'hui âgée de 84 ans, aussi vive qu'un contrôle fiscal, a fait 2 heures de route pour me voir traverser cette estrade. C'est elle qui a épinglé le gland sur ma toque. « Tu vas réussir, Johanna », m'a-t-elle dit. « Aide ta famille quand tu le peux. Mais rappelle-toi, aider et se faire exploiter sont 2 bêtes bien différentes. Je m'en suis souvenue pendant un temps. Ça a commencé petit. 500 $ par mois virés sur le compte de mes parents. Les courses, la facture d'électricité que Megan avait laissé impayée quand elle a abandonné le Community College. J'avais 23 ans et ça me faisait du bien. Honnêtement, ça me donnait l'impression d'avoir un but. Puis, on a diagnostiqué un diabète de type 2 à mon père, Ray. Il avait 51 ans et travaillait à plein temps à la scierie. L'assurance offerte par son employeur couvrait l'essentiel jusqu'à ce que la scierie le fasse passer à temps partiel à 57 ans. Sa couverture s'est volatilisée. J'avais 29 ans. J'ai repris ses cotisations, 780 $ par mois. À 32 ans, il arrivait à peine à suivre les paiements du prêt immobilier. Ma mère ne travaillait pas. Megan ne travaillait pas. Ou plutôt, elle travaillait brièvement, entre de longues périodes d'inactivité. J'ai pris en charge le prêt immobilier, 2 400 $ par mois. Je l'ai mis en prélèvement automatique comme tout le reste. J'ai fait le calcul un jour. Sur 15 ans, j'avais envoyé à la maison environ 340 000 $. Je ne l'ai jamais consigné dans un tableur. Je n'ai jamais imprimé de reçu. Je n'avais pas besoin de reconnaissance, mais je pensais qu'au minimum, il le savait. Je pensais qu'il le ressentait. Ce n'était pas le cas. 2 ans avant le licenciement, ma mère m'a appelé au sujet de la voiture. Megan voulait un nouveau SUV à 38 000 $. Elle n'avait aucune épargne, aucun revenu régulier et un score de crédit qui ne lui aurait même pas permis d'obtenir une carte de bibliothèque. La solution de ma mère était simple. Je cosignerais le prêt. Non, ai-je dit. Megan a besoin de construire son propre crédit. Je l'aiderai avec l'apport, mais je ne cosignerai pas. S'en sont suivies 2 semaines de silence. Pas d'appel, pas de message, rien de ma mère, rien de mon père, et une publication passive-agressive de Megan sur Facebook qui disait « Certaines personnes oublient d'où elles viennent dès qu'elles se croient supérieures aux autres. » Puis, tante Patty a téléphoné. « Ta mère raconte aux gens à l'église que tu as abandonné ta sœur. » J'ai tenu le téléphone et j'ai ressenti quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. De la honte. Non pas parce que j'avais fait quelque chose de mal, mais parce que dans ma famille, le mot « non » et le mot « trahison » s'étaient toujours écrits de la même façon. J'ai cosigné le prêt. Le jour où j'ai apposé mon nom sur la traite de voiture de Megan, 650 $ par mois, j'ai fait autre chose. J'ai appelé Greg Whitmore, un collègue en qui j'avais confiance, et j'ai dit 4 mots. Lançons notre propre cabinet. Cela faisait 1 an qu'il me proposait l'idée. Un cabinet de conseil financier à taille humaine pour de petites entreprises, avec des frais généraux réduits. Nous avons déposé les papiers cette même semaine. Sinclair et Whitmore Financial Advisory. Mon nom passait en premier parce que Greg avait insisté. Tu es le moteur, Joe. Moi, je suis le GPS.
Je n'en ai pas parlé à ma famille, non pas parce que je le cachais, mais parce que personne ne me demandait ce que je faisais de mes soirées. Personne ne me demandait pourquoi j'étais au téléphone à 22 heures. Personne ne me posait de questions qui n'impliquent pas un signe de dollar. Et ainsi, l'entreprise a grandi dans l'ombre. Au moment où Ashford m'a licencié, Sinclair et Whitmore avaient 2 ans, 4 employés, un petit bureau sur East 6e Street à Austin et une clientèle que j'avais bâtie poignée de main après poignée de main. Chiffre d'affaires de la première année, 180 000 dollars. Deuxième année, 340 000. Pas une fortune, pas un titre de journal, mais de l'argent bien réel, gagné grâce à un vrai travail. Prévision, stratégie fiscale, plan de restructuration pour des restaurants familiaux, des garages automobiles, de petites entreprises de construction qui n'avaient pas les moyens des grands cabinets de conseil. J'avais gardé mon emploi principal parce qu'il me fournissait une assurance maladie et parce qu'on m'avait appris à jouer la prudence. Mais la vérité, c'est que Sinclair et Whitmore pouvaient me faire vivre. Les chiffres étaient clairs. Voilà ce qui me pique encore aujourd'hui. J'avais un plan. Dans 6 mois, une fois que le cabinet aurait atteint son prochain objectif de chiffre d'affaires, j'allais quitter Ashford de mon plein gré, déménager à Austin à plein temps, et avant de partir de Géorgie, j'allais régler la totalité du prêt immobilier de mes parents. Intégralement. Un chèque unique, un cadeau d'adieu qu'ils n'auraient jamais à rembourser. J'avais même rédigé la lettre que j'aurais jointe. Elle disait « Ceci est pour la maison. Prenez soin l'un de l'autre. » Cette lettre reposait dans un dossier sur mon bureau virtuel, intitulé « Un jour ». Je l'ai supprimée le soir où mon père a emballé mes affaires. Ma mère ne m'a jamais demandé ce que je faisais après le travail. Mon père ne m'a jamais demandé si j'étais heureuse. Megan ne m'a jamais posé une question qui ne commençait pas par « tu peux » et ne finissait pas par un chiffre. Personne ne connaissait l'existence de l'entreprise parce que personne ne regardait. Mais ce soir-là, assise dans le salon de mes parents, avec des carrés au citron, du jugement et 4 voitures dans l'allée, rien de tout cela n'avait encore d'importance. Le pire restait à venir. Ma mère a joint les mains. Elle faisait ça quand elle avait déjà pris une décision et voulait qu'elle ait l'air d'une discussion. Johanna, voilà la situation. Megan a besoin d'une vraie chambre. Elle dort sur le canapé lit du bas depuis des mois. Toi, tu n'es presque jamais à la maison. Tu rentres tard. Tu voyages. C'est plus logique que Megan prenne ta chambre. Tu veux que je déménage ? Ai-je demandé. Je veux que tu penses paix à ta sœur. Elle a fait une pause, ajusté son ton comme elle le faisait toujours quand elle voulait que la phrase atterrisse plus doucement qu'elle ne l'était. Tu avais un emploi. Enfin, tu avais un emploi. Maintenant, tu vas devoir te trouver un nouveau logement de toute façon. C'est pragmatique. Megan a remonté ses jambes sur le fauteuil inclinable. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas de mari. Tu es flexible. J'ai regardé tante Patty. Elle appuyait son pouce sur la coudoir du canapé, fixant un poing sur le tapis. Madame Dawson avait arrêté de faire semblant de consulter son téléphone et restait simplement immobile, comme le font les gens qui savent qu'ils assistent à quelque chose dont ils parleront plus tard. « Quand avez-vous décidé ça ?» ai-je demandé à ma mère. Elle n'a pas répondu. « Maman, quand ?»« Ce matin. Ce matin. » Pendant que j'étais encore à mon bureau chez Ashford, en train de vider 12 ans de travail, ma mère réaménageait sa maison pour m'en effacer. « Je suis entrée dans ta chambre cet après-midi », a-t-elle poursuivi d'un ton presque désinvolte. « J'ai déplacé quelques cartons au garage, histoire de lancer les choses. Je me suis levée, je suis passée dans le couloir, j'ai ouvert la porte de ma chambre. La moitié de ma bibliothèque était vide. La photo, encadrée de ma remise de diplôme, la seule photo de moi sur un mur de cette maison, avait disparu. Le clou était encore planté. Il n'avait même pas attendu. J'ai entendu des pas derrière moi. Mon père, Ray Sinclair, avait 64 ans, mesurait 1,85 m et possédait ce genre de calme que les gens confondent avec la sérénité. Ce n'était pas de la sérénité, c'était de l'évitement pressé dans la forme d'un homme. Il est passé devant moi pour entrer dans la chambre,
portant un carton plat. Il l'a déplié, l'a posé sur le lit et a commencé à y ranger mes affaires. Des chemises pliées, une boîte à bijoux de grand-mère Ruth, une tasse de café de mon premier jour chez Ashford. Papa. Il n'a pas levé les yeux. Papa, regarde-moi. Ses mains se sont arrêtées, mais ses yeux sont restés rivés sur le carton. Ta sœur a plus besoin de cette maison que toi, Johanna. Tu t'en sortiras. Tu t'en sors toujours. Tu t'en sors toujours. 4 mots. Et dans ces 4 mots, toute l'architecture de la façon dont ma famille me voyait. Johanna paie le prêt immobilier. Elle s'en sort. Johanna couvre l'assurance. Elle s'en sort. Johanna cosigne le prêt. Elle s'en sort. Johanna se fait licencier et expulser le même jour. Elle s'en sortira. Elle s'en sort toujours. J'ai regardé dans le carton. Posé sur mes vêtements pliés, il y avait la photo de remise de diplôme, cadre compris. Ma mère avait dû la décrocher ce matin, pendant qu'elle savait, pendant que j'ignorais tout, pendant que j'étais encore employée, que je continuais à payer et que je m'en sortais. Du couloir, j'entendais Megan ouvrir un onglet de navigateur sur son téléphone. Elle magasinait déjà pour des rideaux. J'ai soulevé le carton, puis le second, déjà emballé près de la porte. Je les ai portés jusqu'à ma voiture, un dans chaque bras, devant le salon où ma mère était assise, les mains toujours jointes, devant tante Patty qui s'est à moitié levée du canapé, comme si elle voulait dire quelque chose, mais qui s'est rassise quand ma mère l'a regardée. Personne ne m'a suivi dehors. Le gravier de l'allée a crissé sous mes pneus comme il l'avait toujours fait. J'avais entendu ce son 1 millier de fois. En rentrant de l'école, de la fac, après des journées de 12 heures à un bureau qui ne me rapportait rien dans cette maison, si ce n'est le droit de continuer à payer pour elle. J'ai roulé 17 kilomètres avant de me garer sur le parking d'une station Chevron au bord de la Highway 41. Moteur allumé, main sur le volant. Je suis restée là 10 minutes. Ce n'était pas le licenciement. Perdre un emploi fait mal, mais j'ai un CV, un carnet d'adresses et une entreprise qui porte mon nom sur sa porte. Ce bout-là, je pouvais le réparer avant le matin. C'était la photo. Ce clou nu sur le mur, à l'endroit où ma photo de remise de diplôme se trouvait. Ma mère l'avait décroché avant même que j'apprenne mon licenciement. Cela signifie qu'elle a regardé mon visage dans ce cadre, décidé que je partais et retiré le clou. 15 ans, 340 000 $, et il m'avait effacé des murs en un après-midi. J'ai appelé Greg. Le bureau d'Austin, ai-je dit. Il y a de la place pour moi? Il y a un bureau à ton nom depuis 6 mois. J'attendais, c'est tout. Je vais à l'hôtel ce soir. Je réserverai un vol demain matin. Je viendrai te chercher à l'aéroport. Jo, ça va? Je lui ai dit que ça allait parce que c'est ce que je fais. Après avoir raccroché, j'ai pleuré. Pas fort, pas dramatiquement, simplement assise sur le parking d'une station-service dans la Géorgie rurale, avec 2 cartons sur la banquette arrière et aucune maison derrière moi. J'ai pleuré parce que je venais de comprendre qu'en 15 ans d'envoi d'argent, pas une personne dans cette maison ne m'avait jugée digne d'être gardée. Moins d'1 heure après mon départ, Megan accrochait de nouveaux rideaux dans ma chambre. Je l'ai appris plus tard par tante Patty. Austin, au mois de mars, sentait le cèdre, la pluie fraîche, et quelque chose que je n'arrivais pas à nommer pendant les 3 premiers jours. Le 4e jour, j'ai compris. C'était l'absence. L'absence d'obligation. Greg est venu me chercher à l'aéroport un mercredi matin. Dès le jeudi, j'avais la clé du bureau sur East 6e, un entrepôt reconverti avec ses briques apparentes, 4 bureaux et un tableau blanc couvert de l'écriture de Greg. Notre équipe, Lisa, Marcus, Devon et Priya, 4 personnes que j'avais embauchées lors d'appels Zoom tardifs, assises dans une chambre que ma famille projetait déjà de donner. « Bienvenue au siège », a dit Greg. Il a scotché un panneau en papier au-dessus d'un bureau. J. Sinclair, cofondatrice. J'ai trouvé un appartement d'une pièce à 3 rues du bureau, 55 mètres carrés, mur blanc, une fenêtre donnant sur un chêne. J'ai signé le bail le jour même et dormi sur un matelas gonflable cette nuit-là.
la fenêtre ouverte. Le lendemain matin, je me suis assise à mon bureau et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis 15 ans. J'ai ouvert mon compte bancaire et j'ai regardé le solde sans en soustraire les dépenses de quelqu'un d'autre. Les prélèvements automatiques étaient toujours actifs. Prêt immobilier, 2 400 $. Assurance de papa, 780. Voiture de Mégane, 650. Chaque mois, 3 830 $ quittaient mon compte pour atterrir dans une vie qui venait de me dire de partir. Greg s'est appuyé contre l'encadrement de la porte. « Tu continues à payer pour eux, c'est ça ?» Je n'ai pas répondu. « Joe, ils ont emballé tes cartons. » « Je sais. » « Alors pourquoi ?» J'ai minimisé l'écran parce que le dire à voix haute, avouer que j'espérais encore qu'un d'entre eux m'appelle pour s'excuser, aurait été pire que simplement continuer à payer. Personne n'a appelé. 14 jours. Je les ai comptés comme on compte les points de suture après une intervention. Chacun tire, chacun maintient fermé quelque chose qui demande à s'ouvrir. Aucun appel de ma mère, aucun texto de mon père, aucune messagerie vocale de Mégane pour me demander où j'étais, si j'avais mangé, si j'avais un toit sur la tête. Au 10e jour, j'ai fait l'erreur d'ouvrir le groupe familial de messages. Mégane avait publié une photo. Mon ancienne chambre, repeinte en rose poudré, nouveaux rideaux, une coiffeuse avec un anneau lumineux. La légende « Enfin mon propre espace ». Ma mère avait commenté « C'est magnifique, ma chérie ». J'ai fait défiler les messages précédents. 14 jours de messages au sujet de la rénovation de la chambre de Mégane, d'une recette de chili à la mijoteuse trouvée par Linda et d'une photo des nouveaux plants de tomates de mon père. 14 jours d'une famille qui continuait comme si on ne lui avait pas amputé un membre. J'ai posé le téléphone face contre le bureau. Ce soir-là, j'ai ouvert l'application bancaire. L'écran des paiements automatiques s'est illuminé. 3 lignes, 3 bouées reliant mon compte à une maison qui avait gratté mon nom sur ses murs. Greg était rentré chez lui. Le bureau était plongé dans le noir, à l'exception de mon ordinateur portable. Je suis restée là, le curseur planant au-dessus de « Annuler le paiement récurrent ». Je n'ai pas cliqué. Pas encore. Je me suis dit que j'étais stratégique, que couper l'argent sans prévenir serait imprudent, qu'il me fallait un plan, qu'une professionnelle de la finance ne prend pas de décision impulsive. Mais c'était un mensonge. Je n'ai pas annulé parce qu'une part stupide et têtue de moi actualisait encore son téléphone à minuit en attendant une notification disant « Maman » ou « Papa » et commençant par « Nous sommes désolés ». La notification n'est jamais arrivée. Les prélèvements automatiques ont continué à tourner. Pour l'instant. 16e jour. Mon téléphone s'est allumé. Mégane. Un éclair de quelque chose, de l'espoir peut-être, ou son cousin bon marché, le réflexe, m'a traversé la poitrine avant que je puisse le stopper. J'ai décroché. « Salut », a dit Mégane, désinvolte, comme si elle rappelait un restaurant de livraison pour passer commande. Alors, mon assurance auto arrive à échéance la semaine prochaine. Tu peux t'en occuper ? Pas de « salut », pas de « où es-tu », pas de « tu es en vie ». En plus, a-t-elle poursuivi, maman dit que le chauffe-eau est en panne. Elle aurait besoin d'environ 2000 $. J'ai laissé le silence s'installer 3 secondes. Mégane détestait le silence. Elle l'a rempli. « Allô, Johanna ? T'es là ? Mégane. Tu sais où je suis en ce moment ? Je sais pas. Nashville. Peu importe. Tu peux juste envoyer l'argent ? Je suis à Austin, au Texas. J'y suis depuis 2 semaines. Silence. Puis, ok, cool. Donc, pour l'assurance, j'ai raccroché. J'ai posé le téléphone sur le bureau et je l'ai regardé comme s'il avait des dents. 16 jours. Les premiers mots que ma famille avait eus pour moi étaient un montant en dollars. Ce fut ce moment-là. Pas le licenciement, pas les cartons, pas les mains de mon père pliant mes chemises. Ça. Mégane appelant depuis la chambre qu'elle m'avait volée, me demandant de payer la voiture que je n'avais jamais voulu cosigner, sans savoir ni se soucier du fait que j'avais déménagé dans un autre État. J'ai ouvert mon ordinateur, créé un nouveau document et fait ce que j'aurais dû faire des années plus tôt. J'ai rédigé un email professionnel,
du genre que j'adresserais à un client pour résilier un contrat. Conditions claires, date précise, sans émotion, sans accusation. Préavis de 30 jours. Greg m'avait toujours dit que je saurais reconnaître le moment venu. Il avait raison. Il n'est pas arrivé avec fracas. Il est arrivé avec Megan disant « Ok, cool. Donc, pour l'assurance ?» J'ai rédigé l'email à 23h14, un mardi. Le bureau était silencieux. Le bruit du trafic d'Austin bourdonnait 2 étages plus bas. J'ai mis les 3 en copie, Linda, Ray, Megan, parce que la clarté ne fonctionne pas à voix basse. Objet, transition financière, préavis de 30 jours. Le corps du message comportait 4 paragraphes. Pas d'histoire, pas de chagrin, juste de la structure. À compter du 1er mai, je cesserai les paiements mensuels suivants. Prêt immobilier du 14 Birch Lane, Carterville, 2 400 $. Prime d'assurance maladie de Ray Sinclair, 780 $. Prêt automobile du véhicule enregistré au nom de Megan Sinclair, 650 $. Ces paiements ont été maintenus à mes frais personnels sur des périodes allant de 2 à 8 ans. Cet email constitue un préavis officiel de cessation de 30 jours. Pour l'assurance de papa, je prolongerai la couverture de 60 jours supplémentaires au-delà du 1er mai afin de laisser un délai suffisant pour l'inscription à un plan sur le marché ou à Medicaid. Je suis volontaire pour fournir des conseils sur la procédure d'inscription. Ceci n'est pas une punition. Ceci est une transition. Je vous accorde 30 jours pour organiser d'autres dispositifs financiers. J'ai signé de mon nom complet. Pas de « affectueusement », pas de « votre fille », juste Johanna Sinclair. Greg était encore réveillé. Je le lui ai transféré avant d'appuyer sur « Envoyer ». Sa réponse est arrivée en 2 minutes. Professionnel, propre, aucun point faible. Envoi. J'ai survolé le bouton à 23h47. 15 ans de chèques, de virements, de prélèvements automatiques, de silence et de carrés au citron. 15 ans à être la ligne budgétaire que personne ne lisait, mais dont tout le monde dépendait. Tout cela reposait derrière un seul clic. J'ai appuyé sur « Envoyer ». Puis j'ai refermé l'ordinateur. Je suis rentrée à mon appartement et j'ai dormi 7 heures d'affilée pour la première fois depuis des mois. La tempête allait venir au matin. Je le savais. Mais cette nuit-là, le calme était le mien. 7 heures du matin. Je me suis réveillée face à un écran de téléphone couvert de décombres. 14 appels manqués de ma mère, 6 de Megan, 2 de mon père. Une cascade de messages empilés comme des briques. Linda, 6h02. Johanna Marie Sinclair. Appelle-moi tout de suite. Linda, 6h11. Tu ne peux pas faire ça à ta famille. Linda, 6h34. Ta grand-mère aurait honte de toi. Megan, 6h08. Sérieux, Johanna? Megan, 6h15. Tu peux pas juste me couper les vivres, c'est ma voiture. Megan, 6h22. Maman pleure carrément là. Tu es contente? Ray, 6h41. Appelle ta mère. J'ai lu chaque message. Puis, j'ai posé le téléphone et je me suis fait un café. Voilà ce que j'ai remarqué. 14 appels manqués, 26 messages, et pas un seul ne commençait par « Est-ce que tu vas bien ?» Aucun ne disait « Tu nous manques ». Aucun ne reconnaissait que j'étais partie depuis plus de 2 semaines et que personne n'avait pensé à prendre de mes nouvelles. Quand j'ai arrêté de payer, ils l'ont remarqué en 7 heures. Quand j'ai arrêté d'exister sous leur toit, ils ne l'ont pas remarqué pendant 16 jours. Je n'ai pas répondu. J'ai sauvegardé les messages. Non pas comme preuve, non pas pour un tribunal ou les réseaux sociaux. Je les ai sauvegardés comme un rappel, pour la prochaine fois que cette voix têtue dans ma tête chuchoterait « Peut-être qu'ils ont changé ». À midi, mon téléphone a sonné à nouveau. Tante Patty. J'ai décroché. Johanna, ma chérie, tu vas bien? 5 mots, et elle était la première personne de ma famille à les prononcer. Ta mère a appelé tout le monde. Elle raconte aux gens que tu as abandonné la famille. Une pause. Mais j'étais là ce soir-là, Johanna. J'ai vu ce qui s'est passé
Et j'aurais dû dire quelque chose. Je ne l'ai pas fait. Je suis désolée. Ça m'a fêlé plus que tout ce que Megan ou ma mère avaient pu balancer. Patty m'a raconté les choses que je ne pouvais pas voir depuis Austin. Ta mère dit aux femmes de l'Église que tu as coupé les ponts avec la famille parce que tu es amère d'avoir perdu ton emploi. Elle utilise des mots comme égoïste et ingrate. Elle a vraiment dit « après tout ce qu'on a fait pour elle ». Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi, Patty? Elle est restée silencieuse. Je sais. Je sais. Megan avait posté sur Facebook, sans nom, mais suffisamment explicite. Quand ta propre sœur fait passer l'argent avant la famille. 37. J'aime. 12 commentaires, tous bienveillants. Je n'ai pas regardé. Patty a poursuivi. Ta mère panique au sujet du prêt immobilier. Elle ne savait pas que c'était 2 400 $ par mois. Elle pensait que c'était 800. Elle n'a jamais regardé un relevé. Non, elle n'a jamais eu à le faire. Tu t'en es assuré. Et papa, il reste assis sur le perron. Il ne dit pas grand-chose. Je crois qu'il s'est trompé, Johanna. Mais ton père n'a jamais une seule fois, en 64 ans, reconnu s'être trompé sur quoi que ce soit. Ça lui vient de son père. J'ai presque souri. Presque. Puis Patty a dit quelque chose qui m'a serré la poitrine. Megan a démissionné de son travail la semaine dernière. Celui au salon de coiffure, le seul qu'elle avait. Elle a dit que le trajet était trop long. Ta mère paye les courses avec une carte de crédit maintenant. J'ai remercié Patty. Je ne lui ai pas demandé d'intervenir. Je ne lui ai pas demandé de transmettre un message. Elle m'avait déjà donné la seule chose que personne d'autre ne m'avait donnée. De l'honnêteté. Avant de raccrocher, elle a dit « Ce soir-là, quand tu as sorti ces cartons, je me suis levée. Je voulais dire quelque chose. Ta mère m'a regardée et je me suis rassise. Je suis malade de ça depuis. Je sais, Patty. Les semaines après l'email ont été les plus dures et les plus claires de ma vie. Dures, parce que le deuil se fiche de vos relevés de compte. Claires, parce que pour la première fois en 15 ans, mon calendrier m'appartenait. Sinclair et Whitmore a signé un nouveau client, une chaîne Tex-Mex familiale avec 11 établissements dans le centre du Texas. Ils avaient besoin d'un plan de restructuration complet. C'était le plus gros contrat que nous ayons jamais décroché, et c'était à moi de le diriger. Je travaillais des journées de 12 heures, non parce que je fuyais quoi que ce soit, même si je ne vais pas prétendre que le travail n'aidait pas à remplir le silence, mais parce que j'avais passé des années à donner mes meilleures heures à l'entreprise de quelqu'un d'autre et mon meilleur argent à des gens qui l'avaient empaqueté dans des cartons. C'était différent. Chaque tableur que je construisais, chaque proposition que je rédigeais, chaque appel client que j'acceptais me revenait. Greg et moi avons commencé à planifier l'expansion. 3 nouveaux recrutements, un bureau plus grand dans le quartier des entrepôts. Il voulait organiser un événement d'inauguration, inviter des clients, des partenaires, quelques journalistes de la presse économique locale, officialiser les choses. « Tu en es » a-t-il demandé. « J'en suis, mais pas de famille. » Compris. Ce samedi soir, j'ai appelé grand-mère Ruth à Sycamore Ridge, la résidence-service à l'extérieur d'Atlanta. Elle n'était au courant de rien. Je lui ai raconté la version courte, le licenciement, l'expulsion, le déménagement. Elle a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai terminé, elle est restée silencieuse un long moment. Puis, je savais que ce jour arriverait. J'espérais simplement qu'il ne viendrait pas. Grand-mère, j'ai lancé une entreprise. Nous ouvrons un nouveau bureau le mois prochain. Johanna, je veux être là. Ma gorge s'est serrée. Tu seras au premier rang. J'aurai besoin de quelqu'un pour me conduire. Demande à ton associé. Greg viendra te chercher en personne. Bien. Dis-lui de conduire lentement. J'ai 84 ans. Le 1er mai est arrivé comme arrivent les échéances, discrètement pour celui qui les a fixées, bruyamment pour tous les autres. Ce matin-là, pour la première fois en 5 ans, aucun paiement n'a quitté mon compte pour le 14 Birch Lane, Carterville, Géorgie. Le prélèvement automatique avait été annulé. L'argent est resté là où il était. J'étais en rendez-vous client quand mon téléphone a vibré. Je l'ai ignoré. Il a vibré à nouveau au déjeuner,
puis encore à 14 heures. À 16 heures, j'avais 9 appels manqués de ma mère. J'ai écouté un message vocal. Sa voix était différente, pas en colère, fine, prudente. Johanna, il y a une lettre de la banque. Le paiement du prêt n'est pas passé. Ils disent qu'il est en retard. Est-ce que tu as oublié de payer? Je l'ai rappelé à 18 heures, assise dans mon bureau, porte fermée. Maman, j'ai envoyé un email il y a 30 jours. Tu l'as lu? Cet email? Je pensais que tu étais contrariée. Je pensais que tu allais te calmer. J'étais calme quand je l'ai écrit. Je suis calme maintenant. Les paiements ont cessé. Johanna, tu ne peux pas. Tu as 30 jours pour contacter la banque et discuter des options de restructuration. Je t'enverrai un guide sur les questions à poser. Silence. Puis, la voix de ma mère s'est brisée. Non pas la fêlure théâtrale qu'elle utilisait pour obtenir la sympathie de Meghan, mais quelque chose de plus brut, de plus petit. C'est notre maison, Johanna. J'ai fermé les yeux. C'est la maison que j'ai payée pendant 5 ans et dont tu m'as demandé de partir. Elle a raccroché. Je m'attendais à ressentir quelque chose de tranchant, de la culpabilité peut-être, ou de la satisfaction. Ce que j'ai ressenti, c'était plat, comme quand on termine une déclaration d'impôt. Les chiffres étaient exacts, le formulaire était déposé. Il ne restait plus rien à calculer. Ce soir-là, pour la première fois, mon père m'a appelé directement. Il a appelé à 22 heures, heure du centre. J'étais sur mon canapé, en train de lire le prospectus d'un client. L'écran affichait « Papa ». J'ai posé le prospectus. Johanna. Une longue pause, le genre qui porte du poids. Je ne sais pas quoi dire. Tu pourrais commencer par « pardon ». Autre pause. Je l'ai entendu expirer, lentement, lourdement, de la façon dont il respirait quand sa glycémie était déréglée. Je ne suis pas bon à ça, Johanna. Ta mère a dit que cette nuit-là était la meilleure chose pour tout le monde. Je l'ai cru. Tu as emballé mes affaires dans des cartons, papa. Devant tante Patty, devant madame Dawson. Tu pensais vraiment que c'était ce qu'il y avait de mieux pour moi? Rien. Papa. Non, a-t-il dit. Non, je ne le pensais pas. La ligne est devenue assez silencieuse pour entendre une télévision en arrière-plan. Un jeu télévisé. Meghan était probablement dans mon ancienne chambre, la porte fermée et les nouveaux rideaux tirés. J'ai besoin d'aide pour le prêt, a-t-il dit. Je ne travaille qu'à temps partiel. Et pour l'assurance? Ton email parle de 60 jours supplémentaires, mais après, je ne sais pas. Je t'ai envoyé un guide d'inscription au marché sur ton email. Patty peut t'aider à naviguer dedans. Tu seras éligible aux subventions. Johanna, papa, je répondrai aux questions sur la procédure. Je n'enverrai pas d'argent. Il a soufflé à nouveau. Ta mère dit que tu nous punis. Je ne punis personne. Je vis la vie que j'aurais dû commencer il y a longtemps. Le silence s'est étiré entre la Géorgie et le Texas comme un fil tendu à l'extrême. Puis, presque à voix basse, je sais que j'avais tort cette nuit-là. Je ne sais simplement pas comment réparer. C'était ce que Ray Sinclair avait jamais le plus approché des excuses. Ce n'était pas suffisant, mais c'était quelque chose. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, Johanna. J'ai raccroché. L'appartement était silencieux. Le silence était mien. Je veux marquer une pause ici un instant. Quand mon père a dit « Je sais que j'avais tort », une partie de moi, celle qui se souvient encore de lui m'apprenant à faire du vélo à 6 ans, a voulu répondre « Alors viens réparer ». Mais j'ai appris que savoir qu'on a tort et choisir d'y faire quelque chose sont deux choses très différentes. Si vous regardez cette vidéo et que vous avez déjà attendu des excuses qui ont failli arriver mais n'ont jamais tout à fait abouti, je comprends. Laissez un commentaire en bas. Avez-vous attendu ou êtes-vous parti? Et si cette histoire vous touche de près, abonnez-vous s'il vous plaît. J'arrive presque à la partie où tout bascule. 6 semaines après l'email, à la mi-juin, la chaleur du Texas pressait contre les fenêtres du bureau comme une paume. Mon téléphone a sonné. Meghan. En pleurs cette fois. De vrais pleurs.
pas le genre décoratif qu'elle utilisait au repas de famille. Johanna, ils prennent ma voiture. La banque a envoyé un avis de saisie. Tu as cosigné. Ça va ruiner ton crédit à toi aussi. J'attendais cet appel depuis 3 semaines. Je m'en étais déjà occupée. J'ai parlé avec la banque, ai-je dit. Mon avocat a déposé une demande de décharge pour défaut de l'emprunteur. Mon nom sera retiré du prêt dans les 10 jours ouvrables. Tu as un avocat? Le prêt est à toi maintenant, Megan. Tu as 15 jours pour rattraper les paiements ou remettre le véhicule. Tu es en train de ruiner ma vie. J'ai fait une pause. Laissez la phrase se dissoudre. Puis, non, j'arrête de ruiner la mienne. Elle a raccroché. 10 minutes plus tard, ma mère a appelé. J'ai laissé sonner. Messagerie vocale. Tu sais que ta sœur est en train de sangloter en ce moment? Tu as seulement un cœur, Johanna? J'ai mis le téléphone en silencieux et je suis retournée au dossier de restructuration Tex-Mex. Marge, coût de main-d'œuvre, renégociation de bail. Des chiffres qui avaient du sens, des chiffres qui ne criaient pas. 2 semaines plus tard, Patty m'a dit que la voiture avait disparu, saisie dans l'allée un jeudi après-midi pendant que Megan regardait la télévision à l'intérieur. Une dépanneuse, un porte-documents et 38 000 $ de sentiment d'avoir tout mérité qui s'éloignait dans le rétroviseur sur Birch Lane. Megan devait maintenant se faire conduire par ma mère au supermarché, aux rares entretiens d'embauche qu'elle acceptait, partout. C'était la première fois de sa vie qu'elle ne pouvait pas quitter une pièce en tournant une clé. Puis quelque chose à quoi je ne m'attendais pas est arrivé dans la boîte aux lettres. Pas une facture, pas une menace. Une lettre manuscrite de grand-mère Ruth. L'enveloppe était fine, une feuille pliée en 3. Son écriture tremblait, comme elle le faisait depuis que le tremblement avait commencé. Mais les mots étaient fermes. Johanna, j'ai tout entendu. Je ne suis pas surprise. Je suis triste, mais pas surprise. J'ai vu Linda favoriser Megan depuis que cette petite a 5 ans. Et je lui ai dit plus d'une fois qu'elle construisait une maison sur le dos d'une fille et la décorait pour l'autre. Elle n'a pas écouté. Elle n'écoute jamais. Tu as fait ce qu'il fallait. Aider sans limite n'est pas de la générosité, Johanna. C'est de la servitude. Et tu as servi assez longtemps. Je veux venir à ton inauguration. Si tu veux bien de moi, dis à ce Greg de conduire prudemment. Je n'ai pas survécu 84 ans pour mourir sur une autoroute texane. Affectueusement, grand-mère Ruth. J'ai lu la lettre 2 fois à mon bureau, puis une 3e fois. Puis, je l'ai reposée parce que les mots devenaient flous. En 2 mois, une personne dans ma famille m'avait dit que j'avais fait ce qu'il fallait. Une femme de 84 ans dans une résidence-service qui pouvait à peine tenir un stylo. Je l'ai appelée ce soir-là. « Grand-mère, tu viens. Greg passera te chercher lui-même. 1er rang. J'aimerais un siège côté allée. Ses vieux genoux ne plient plus comme avant. » J'ai ri. C'était mon premier vrai rire en des semaines. Avant de raccrocher, elle m'a dit encore une chose. « Linda m'a appelée la semaine dernière. Elle a dit que tu avais trahi la famille. Je lui ai répondu que la seule personne trahie dans cette histoire, c'est Johanna. Elle m'a raccroché au nez. Elle t'a raccroché au nez. Elle le fait quand elle entend quelque chose qu'elle ne peut pas contredire. Tu tiens ton entêtement d'elle, Johanna. Mais ton épine dorsale, tu la tiens de moi. » L'inauguration était prévue pour le dernier samedi de juin. Greg a envoyé les invitations par email et sur LinkedIn. Des clients, des chefs d'entreprise locaux, un journaliste de l'Austin Business Journal et une poignée de collègues du monde de la finance qui avaient suivi notre croissance. Parmi ces collègues se trouvait Karen Webb. Karen et moi avions travaillé brièvement ensemble chez Ashford il y a des années. Elle était restée à Nashville, mais avait suivi ma carrière comme on le fait, à distance, de façon périphérique, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Karen a reçu son invitation et a fait ce que Karen faisait toujours. Elle l'a partagé, un petit message dans le groupe des femmes de son église, le même groupe que fréquentait ma mère. Johanna Sinclair lance son propre cabinet financier à Austin. Grande inauguration ce mois-ci. Tellement fière d'elle. Ça a mis 4 heures. 4 heures pour que le message voyage du téléphone de Karen
au groupe de messagerie, puis à l'écran de Linda Sinclair. Patty m'a appelé ce soir-là. Ta mère l'a vu. Vu quoi? Karen a posté à propos de ton entreprise. Ta mère l'a lu à la table de la cuisine. Je n'ai jamais vu son visage faire ça avant. Faire quoi? Devenir blanc, puis rouge, puis juste immobile. Linda a appelé Megan dans la cuisine. Tu savais que ta sœur avait une entreprise? Megan? Une entreprise? Quel genre d'entreprise? Linda m'a appelé. Je n'ai pas décroché. Elle a rappelé. Puis elle a appelé Patty. Pourquoi Johanna a une entreprise et que personne ne me l'a dit? Patty, et je l'aimerai toujours pour ça, a répondu. Peut-être parce que personne ne lui a jamais demandé. Linda, ce soir-là, d'après Patty, a dit 4 mots à mon père pendant le dîner. 4 mots qui me disaient tout ce que j'avais besoin de savoir sur ce qui allait arriver. On va à Austin. Je ne savais pas qu'il venait. Je l'ai découvert à la dure. Le nouveau bureau était magnifique. Je le dirai clairement parce que j'ai passé trop d'années à me rapetisser pour des choses que j'avais gagnées. 260 mètres carrés dans un entrepôt converti sur West 4th Street. Briques apparentes, hautes fenêtres, 8 bureaux, une salle de conférence avec une cloison en verre et au-dessus de l'entrée principale, en lettres anthracites épurées, Sinclair et Whitmore Financial Advisory. Greg s'était surpassé pour l'événement. 52 invités, du vin et de l'eau gazeuse et ses bouchées de bruschetta du restaurant italien de South Congress, des guirlandes lumineuses traversant le plafond, un système de sonorisation diffusant du jazz en sourdine. Grand-mère Ruth était au premier rang dans son fauteuil roulant, portant les boucles d'oreilles en perles qu'elle gardait pour les occasions qu'elle jugeait dignes. Elle avait dit à Greg dans la voiture en revenant de l'aéroport « S'il n'y a pas de place côté allée, roule-moi jusqu'au devant. Je n'ai pas pris l'avion jusqu'au Texas pour regarder l'arrière de la tête des gens. Je me suis tenue au pupitre à 19h30, blazer gris, cheveux tirés en arrière, main ferme. Il y a 2 ans, j'ai fondé cette entreprise à une table de cuisine avec un associé et un client. Ce soir, nous sommes dans un vrai bureau, avec de vrais clients et un vrai avenir. Je voudrais remercier Greg Whitmore, qui y a cru avant moi. Notre équipe, Lisa, Marcus, Devon, Priya et nos 3 plus récentes recrues, ainsi que nos clients qui nous ont confié leurs chiffres et le gagne-pain de leur famille. Puis j'ai regardé Ruth. Et je voudrais remercier ma grand-mère, Ruth Sinclair. Elle m'a enseigné que la générosité est une force, mais savoir quand s'arrêter est une sagesse. Ruth a levé la main. Un petit geste. La salle a applaudi. 40 minutes plus tard, je serrais la main d'un restaurateur de San Marcos quand tante Patty est apparue à l'entrée. Elle avait pris l'avion sans me prévenir. Elle a traversé la salle et m'a étreinte fort. « Je te dois ceci depuis cette nuit-là », a-t-elle chuchoté. J'étais en train de remplir mon verre d'eau quand la porte d'entrée s'est ouverte et que l'énergie de la pièce a basculé de la façon dont l'air bascule avant un orage. Une chute de pression que l'on sent dans les dents. Linda est entrée la première, coiffée, robe d'église. Megan derrière elle, en jean et veste qu'elle avait empruntée à quelqu'un. J'ai reconnu la veste comme celle de Patty. Et derrière elles deux, s'attardant sur le seuil, comme s'il doutait que le sol le porte, mon père. Ma mère a balayé la salle du regard, le logo, les bureaux, la salle de conférence, la foule. 50 personnes qui connaissaient mon nom, et aucune ne connaissait le sien. Elle est allée droit à moi. N'a pas regardé Ruth, n'a pas regardé Patty. « Johanna, pourquoi nous as-tu caché tout ça ?» J'ai posé mon verre. « Maman, tu as vidé ma chambre avant même que je rentre. Tu as emballé mes affaires. Tu ne m'as pas appelé pendant 2 semaines. Et maintenant, tu veux savoir pourquoi je n'ai pas partagé ma vie avec toi. Les conversations à proximité se sont tues. Un client de Dripping Springs a abaissé son verre de vin. Lisa, notre responsable de bureau, a regardé Greg. Greg m'a regardé, il n'a pas bougé. Il est simplement resté assez près pour qu'on le voie. Megan a fait un pas en avant. Alors, tu avais de l'argent tout ce temps et tu as laissé ma voiture se faire saisir ?
La voiture que j'ai cosignée? La voiture dont je t'ai demandé de t'occuper il y a 2 ans? La voiture que tu as conduite jusqu'à ta nouvelle chambre, mon ancienne chambre, le soir où tu ne m'as pas demandé si j'avais un endroit où dormir. Le jazz continuait à jouer. Personne n'a touché à son verre. Depuis son fauteuil roulant, la voix de Ruth a tranché à travers la pièce. Claire, ferme, la voix d'une femme qui avait passé 84 ans à apprendre quand parler et quand se taire. Linda, ce n'est pas ta place. Sors d'ici. Ma mère est devenue blanche. Ma mère s'est mise à pleurer. Mais ce n'était pas le salon de Carterville, et ce n'était pas ses voisines. Personne n'a tendu la main vers des mouchoirs. Personne ne lui a frotté le dos. J'ai tout sacrifié pour cette famille. Maman. Ma voix était égale. Le même ton que j'utilise dans les présentations clients quand les chiffres sont mauvais et que le client a besoin de les entendre malgré tout. J'ai payé ton prêt immobilier pendant 5 ans. J'ai payé l'assurance de papa pendant 8 ans. J'ai payé la voiture de Megan pendant 2 ans. Rien de tout cela n'était ton sacrifice. C'était le mien. Et tu m'as remercié en empaquetant mes affaires dans des cartons la nuit où j'ai perdu mon emploi. La salle était immobile. J'entendais la glace tasser dans le verre de quelqu'un. Megan a tenté. C'est tellement injuste. Tu essaies de nous ridiculiser. Je ne ridiculise personne. J'énonce des faits. Dans mon propre bureau, lors de mon propre événement, j'ai soutenu son regard jusqu'à ce qu'elle détourne les yeux. Puis mon père s'est avancé, dépassant ma mère, dépassant Megan. Il s'est tenu devant moi, les mains le long du corps et les épaules plus basses que je ne les avais jamais vues. Johanna. Sa voix était épaisse. Je suis désolée. 2 mots. Pas de nuance, pas de « mais », pas de « ta mère a dit ». Je l'ai regardé. Cet homme qui avait passé 64 ans à éviter chaque conversation difficile, qui avait plié mes chemises dans un carton plutôt que de ravaler sa fierté. Et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Il avait honte. « Merci, papa », ai-je dit. C'est la première chose honnête que quelqu'un de cette famille me dise en 2 mois. Je me suis tournée vers ma mère et ma sœur. Je pense que vous devriez partir. C'est un événement professionnel. Greg a ouvert la porte. Linda et Megan sont sorties sans un mot. Mon père s'est attardé 1 seconde, a regardé le panneau au-dessus de mon bureau, puis les a suivis. Les derniers invités sont partis à 21 heures. Greg a verrouillé la porte. Les traiteurs ont emballé les plateaux de bruschetta. Les guirlandes lumineuses pendaient encore au plafond comme de petits signes de ponctuation à la fin d'une phrase que j'essayais de terminer depuis 15 ans. Ruth et moi nous sommes assises dans le bureau vide, son fauteuil roulant garé à côté de mon bureau. Patty était partie à l'hôtel, promettant de revenir le lendemain matin. Ruth a pris ma main. Sa peau était fine. Sa prise, non. « Je suis fière de toi », a-t-elle dit. « Non pas à cause de ceci », a-t-elle fait un geste englobant la pièce. « Parce que tu t'es arrêtée avant qu'il ne soit trop tard. J'aurais voulu m'arrêter plus tôt. Alors commence à partir d'ici. » J'ai regardé le logo sur le mur d'en face, les bureaux, la salle de conférence, l'écriture épouvantable de Greg, encore sur le tableau blanc depuis la réunion stratégique de la semaine dernière. Tout cela réel, tout cela à moi. « Ta mère, » a dit Ruth avec précaution, m'a appelé après avoir vu le message de Karen. Elle m'a dit que tu avais trahi la famille. Je lui ai répondu que la seule personne trahie dans cette histoire, c'était toi. Elle m'a raccroché au nez. Tu me l'as dit. Je te le redis parce que tu as besoin de l'entendre 2 fois. Elle a serré ma main. Linda est ma fille. Je l'aime. Mais elle a bâti son monde sur ton dos et s'y est tellement confortablement installée qu'elle a oublié que tu étais dessous. Ce n'est pas de l'amour, c'est du mobilier. J'ai ri. Ça faisait mal et ça guérissait en même temps. Patty avait mentionné une chose de plus avant de partir discrètement près du porte-manteau. Linda avait dit à ton père, sur le trajet du retour à l'hôtel, qu'elle allait appeler un avocat, voir si elle pouvait te forcer à continuer de payer le prêt. J'ai hoché la tête. Je n'étais pas inquiète. La générosité ne vient pas avec un mandat de comparution. Les semaines qui ont suivi l'inauguration se sont déroulées comme se déroule la gravité,
lentement, puis d'un coup. Patty me tenait informée, non parce que je le lui avais demandé, mais parce qu'elle avait décidé qu'être l'observatrice silencieuse de la famille n'était plus un rôle qu'elle pouvait supporter. Le prêt immobilier, 2 mois en retard. La banque a émis un avertissement de 60 jours. Linda et Ray ont demandé une modification du prêt, mais avec le revenu à temps partiel de Ray et sans deuxième salaire, les chiffres ne tenaient pas. La banque a proposé 2 options, vendre la maison ou prendre un locataire pour les chambres à l'étage. Ils ont choisi le locataire. Un étudiant en master de l'Université d'État de Kennesaw a emménagé en août. Linda détestait chaque instant. La voiture de Megan, disparue, saisie, vendue aux enchères, solde toujours due. Son score de crédit est tombé sous les 500. Elle se faisait conduire par Linda partout, au supermarché, au Goodwill, où elle déposait des CV, à l'unique entretien pour lequel elle a accepté de s'habiller correctement. C'était dans un magasin de fournitures de jardinage, à 20 minutes de la maison. Elle n'a pas eu le poste. Elle a repostulé la semaine suivante. Elle a été embauchée à la 2e tentative, l'assurance de mon père. Le plan du marché coûtait plus cher que ce que je payais, même avec la subvention. Patty l'a aidé à remplir les formulaires. Il a grommelé contre le site web. Il a rempli chaque ordonnance à temps. La réputation de Linda. Le message de Karen avait fait son œuvre silencieuse. Les femmes de l'Église étaient au courant. Pas de tout, mais de suffisamment. Suffisamment pour poser à Linda des questions délicates auxquelles elle ne pouvait pas répondre sans mentir. Comment va Johanna à Austin? On a entendu dire qu'elle avait lancé une entreprise. Ça doit te rendre tellement fière. Linda souriait à travers chacune de ces questions. L'avocat qu'elle avait consulté lui avait dit qu'il n'existait aucun mécanisme juridique pour obliger un enfant adulte à poursuivre un soutien financier volontaire. C'est de la générosité, avait-il dit, pas un contrat. La générosité n'est pas un contrat. J'aurais pu le lui dire gratuitement. Elle a appelé un jeudi, début août. Je revenais à pied du café de Rainy Street, un americano glacé transpirant dans la main. J'ai failli ne pas décrocher. Johanna. Sa voix était différente, dépouillée. Pas la Linda qui présidait les réunions familiales ou ralliait le groupe de l'église ou joignait les mains avant de rendre un verdict. C'était la Linda qui existait sous tout cela. Plus petite, fatiguée, et pour la première fois dans ma mémoire, incertaine. Je sais que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû te forcer à partir. Je n'aurais pas dû laisser Megan dire ces choses. Elle a marqué une pause. Megan a toujours été proche de moi. Elle était là, à la maison. Toi, tu étais toujours partie, au travail, en voyage. J'ai choisi celle qui était près de moi. J'ai été égoïste. Je l'ai laissée parler. Elle avait au moins gagné cela. J'avais peur d'être seule. Johanna, ton père parle à peine. Megan, c'était ma compagnie. Alors je l'ai protégée. Même quand elle ne le méritait pas, même quand ça te faisait du mal. Tu ne m'as pas seulement fait du mal, maman. Tu m'as effacée. Silence. Qu'est-ce que je peux faire? A-t-elle demandé. Respectez ma décision. Je ne paie plus vos factures. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la clarté. Si tu veux une relation avec moi, ça commence par me voir comme une personne, pas comme un chèque de paie. Tu es ma fille. Alors traite-moi comme telle. J'ai entendu son souffle se couper. Puis la ligne s'est faite silencieuse. Pas raccrochée, juste du vide. Le genre de vide qui s'installe entre 2 personnes qui n'ont pas encore les bons mots, mais qui pourraient finir par les trouver. Elle a dit « Ok », puis elle a raccroché. Je suis restée sur le trottoir une longue minute. Je ne ressentais pas de colère. Je ne ressentais pas de triomphe. Je ressentais quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. De la propreté. Comme une fenêtre que quelqu'un finit par ouvrir après des années où la peinture l'avait scellée. 3 jours après l'appel de ma mère, Megan m'a envoyé le message le plus long qu'elle m'ait jamais écrit. Je sais que c'était le plus long parce qu'en 30 ans, en tant que sa sœur, ses messages n'avaient jamais dépassé 2 lignes. Johanna, je sais que j'ai merdé. Je sais que j'aurais dû te demander comment tu allais ce soir-là.
Je sais que l'histoire de la voiture n'était pas correcte. J'ai toujours pensé que toi, tu avais tout sous contrôle et que c'était moi qui galérais. Maman disait toujours que tu étais la forte et que j'étais celle qui avait besoin d'aide. Je l'ai cru. Je suis désolée. Je l'ai lu 2 fois. Il y avait quelque chose de vrai dedans. Pas grand-chose, mais un fil. Le genre de fil que si on tire dessus avec précaution, pourrait défaire quelque chose qui vaut la peine d'être reconstruit. Puis j'ai fait défiler plus bas. On peut parler de la situation de la voiture? J'ai vraiment besoin? J'ai arrêté de lire. Voilà. L'excuse était une porte, et derrière la porte se trouvait une caisse enregistreuse. Peut-être qu'elle pensait sincèrement la première partie. Je crois qu'elle le pensait. Mais la deuxième partie prouvait que Megan ne pouvait toujours pas séparer le « je suis désolée » du « j'ai besoin ». J'ai répondu « Megan, j'accepte tes excuses pour les mots de cette nuit-là. Cela a demandé du courage, mais je ne discuterai plus d'argent avec toi. Si tu as besoin de conseils financiers, je peux te recommander un conseiller. Je t'aime, mais j'ai besoin d'espace. » Elle n'a pas répondu. 2 semaines plus tard, Patty m'a dit quelque chose qui m'a fait poser mon téléphone doucement et fixer le mur un moment. Megan était allée à un entretien dans un magasin de fournitures de jardinage. Le premier vrai entretien auquel elle assistait en 3 ans. Elle n'a pas eu le poste. Puis, elle a repostulé et a été embauchée à la 2e tentative. Petit, fragile, mais à elle. Peut-être que ce fil valait quelque chose après tout. Fin août. Je passais en revue une projection trimestrielle quand Priya a frappé à la porte de mon bureau. Il y a un homme à la réception. Il dit qu'il s'appelle Sinclair. Ma poitrine a fait quelque chose d'involontaire. Fais-le entrer. Ray est entré dans mon bureau comme il entrait partout. Lentement, les épaules légèrement voûtées, les yeux balayant la pièce comme s'il en faisait l'inventaire. Il a regardé les bureaux, les photos d'équipe sur le mur, le tableau blanc, la salle de conférence. Puis il a vu l'écriteau sur ma porte. Cofondatrice, Johanna Sinclair. Il est resté longtemps devant. Je ne savais pas que tu avais une entreprise, a-t-il dit, les yeux toujours sur le panneau. Je ne savais pas que tu payais notre prêt immobilier depuis 5 ans. Je ne savais pas que ton assurance me maintenait en vie. Il s'est tourné vers moi. Je ne savais pas parce que je n'ai pas demandé. C'est de ma faute. Il s'est assis sur la chaise en face de mon bureau. Il paraissait plus vieux que 64 ans. Le vol l'avait fatigué. Ou peut-être que c'était tout ce qui avait précédé le vol. « Je ne suis pas ici pour te demander de l'argent, » a-t-il dit. « Je voulais juste voir. Ce que tu as bâti. » Pourquoi? Parce que j'aurais dû le voir, il y a longtemps. Ses yeux se sont embués. Ray Sinclair, l'homme qui n'avait pas pleuré à l'enterrement de sa propre mère, a pressé son pouce et son index contre l'arête de son nez et a laissé ses épaules trembler. Je ne l'ai pas étreint. Je n'étais pas prête. Mais j'ai versé un verre d'eau du pichet sur mon bureau et je me suis assise en face de lui. « Papa, on peut reconstruire ça, mais ça commence à 0. Pas d'argent, pas de culpabilité, juste de l'honnêteté. » Il a hoché la tête. Il n'a rien promis de grand. Il n'a pas juré qu'il changerait. Il a simplement hoché la tête. Parfois c'est suffisant pour commencer. Parfois non. Mais j'étais prête à le découvrir. En septembre, la chaleur texane avait commencé à relâcher son emprise. Et de même la tension dans ma poitrine que je portais depuis mars. Sinclair et Whitmore comptaient 8 employés. Notre chiffre d'affaires trimestriel avait augmenté de 40%. Nous avions signé 2 autres restaurants, une petite entreprise de construction et un groupe de cabinets dentaires qui cherchait à restructurer son plan de retraite. De vraies entreprises avec de vraies familles derrière. Le genre de clients qui envoient des cartes de remerciement après qu'on leur a fait économiser 12 000 $ sur une stratégie fiscale. Je gardais chaque carte dans le tiroir de mon bureau. Mon appartement avait été amélioré. 2 chambres maintenant, même quartier. Je courais sur le sentier de Lady Bird Lake les matins où l'humidité le permettait. Les samedis soirs, je lisais sur le balcon. Les dimanches matins, j'appelais grand-mère Ruth. À Carterville,
La nouvelle normalité s'était déposée comme de la poussière après une démolition. La maison de Birch Lane avait un étudiant en master qui louait l'étage. Linda cuisinait le dîner tous les soirs dans une cuisine qui n'était plus entièrement la sienne. Elle et Ray géraient le prêt immobilier réduit, à peine, mais ils géraient. L'appartement de Meghan était un studio au-dessus d'un pressing sur Main Street. Elle travaillait au magasin de fournitures de jardinage 5 jours par semaine. Ce n'était pas une carrière, mais c'était un salaire portant son nom, et elle n'avait pas démissionné. Mon père et moi parlions toutes les 2 semaines, de courts appels, prudents. On parlait du temps à Austin, de ses plants de tomates, d'un documentaire qu'il avait vu sur PBS. On ne parlait pas de la nuit des cartons, pas encore. Mais les appels continuaient, et c'était déjà quelque chose. Ma mère et moi n'avions pas parlé depuis août. Je n'ai pas fermé la porte. Je ne l'ai simplement pas ouverte. Meghan m'a envoyé une photo un après-midi. Pas de légende, pas de demande, juste une image d'une petite plante grasse qu'elle avait plantée sur le balcon de son appartement. Je n'ai pas répondu, mais je l'ai sauvegardée. Mon appel du dimanche avec grand-mère Ruth a duré plus longtemps que d'habitude cette semaine-là. Elle avait eu une bonne journée, avait parcouru le couloir 2 fois avec son déambulateur, battu sa colocataire Margaret au Scrabble et mangé une part de tarte qu'elle a décrite comme tolérable, ce qui est un compliment élevé chez elle. « Es-tu heureuse, Johanna ?» J'y ai réfléchi. Le bonheur me semblait le mauvais mot. Trop éclatant, trop complet. « Je suis en paix », ai-je dit pour la première fois. La paix est la meilleure forme de bonheur. Tout le reste est du bonus. Je l'ai écrit après avoir raccroché. Je l'ai scotché en bas de mon écran, là où je le verrai chaque matin avant que les emails ne commencent. Le lendemain, j'ai fait une petite chose. J'ai pris la lettre de Ruth, la lettre manuscrite à l'écriture tremblante et aux mots fermes, et je l'ai fait encadrer. Rien de sophistiqué, du bois simple, un verre de vent. Je l'ai accroché sur le mur derrière mon bureau, juste à côté du logo Sinclair et Whitmore. Greg l'a remarqué. Ta grand-mère ? Ma grand-mère. Il l'a lu à travers le verre. Elle a raison, tu sais, à propos de la servitude. Elle a eu raison sur presque tout. Cet après-midi-là, je me suis tenue près de ma fenêtre et j'ai regardé Austin faire ce qu'Austin fait. La circulation, la musique qui s'échappait d'un bar plus bas dans la rue, une femme joguant avec un Golden Retriever. Personne dehors ne connaissait mon nom. Personne ne savait que j'avais été le distributeur automatique de la famille. Personne ne me devait quoi que ce soit, et je ne devais rien à personne. Ici, j'étais juste Johanna, et cela suffisait. Lundi matin, 8h15. Je me suis assise à mon bureau avec un café et j'ai ouvert mon ordinateur. 3 nouvelles demandes de clients dans la boîte de réception. Un calendrier rempli de rendez-vous. La chaîne Tex-Mex venait juste de signer pour une année supplémentaire. Greg a frappé à l'encadrement de la porte. Prête pour la semaine ? Prête. Il est parti. J'ai regardé la petite collection d'objets sur mon bureau. La lettre encadrée de Ruth. Une photo de l'équipe lors de l'inauguration. Une tasse que Greg m'avait achetée avec l'inscription « cofondatrice » en lettres noires simples. Et une chose encore. Une photographie dans un cadre argenté bon marché. Moi, à 22 ans, toque et toge, gland épinglé, debout devant le panneau de l'université. La même photo que ma mère avait retirée du mur le matin où elle avait appris mon licenciement. La même que mon père avait emballée dans un carton sans croiser mon regard. Elle reposait maintenant sur mon bureau, dans une entreprise dont le nom était sur l'immeuble. Je n'ai rien dit ce soir-là. Pas parce que je n'avais pas les mots, mais parce que je savais que le silence dirait tout ce qu'ils avaient besoin d'entendre. Et au final, il l'a dit. Je ne déteste pas ma famille. Je veux que ce soit clair. Je ne suis pas assise à mon bureau à comploter leurs pertes ou à imaginer leurs excuses. Je ne porte simplement plus leur poids. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des portes. J'en ai la clé, et tenir cette clé n'est pas de la cruauté. C'est la première chose gentille que j'ai jamais faite pour moi-même. Si vous êtes celui ou celle qui paie les factures que personne ne vous remercie d'avoir payées, celui ou celle qui maintient tout en place pendant que chacun traite vos efforts comme l'oxygène, invisible jusqu'à ce qu'il manque,
Je veux que vous entendiez ceci. Vous avez le droit de vous arrêter. S'arrêter ne veut pas dire que vous ne les aimez pas. Ça veut dire que vous finissez par vous aimer de la même façon que vous avez aimé tout le monde. Et si cela leur fait peur, s'ils vous traitent d'égoïste ou d'ingrat, rappelez-vous, ce n'est pas vous qu'ils pleurent, c'est la commodité de vous. La différence compte. Je m'appelle Johanna Sinclair. J'ai 37 ans. Je dirige une entreprise que j'ai bâtie de mes propres mains. Je dors dans un appartement que je paie avec de l'argent qui reste sur mon compte. Je parle à mon père toutes les 2 semaines. J'ai sauvegardé une photo de la plante de ma sœur. Et j'ai fini par cesser de m'en sortir pour tout le monde, sauf moi. Merci d'être resté jusqu'à la fin. J'aimerais entendre votre histoire. Avez-vous déjà été la personne qui maintenait tout en place sans que personne ne le remarque? Ou vous êtes-vous trouvé de l'autre côté et vous en êtes-vous rendu compte trop tard? Laissez votre réponse en commentaire. Et si cette histoire vous a fait ressentir quelque chose, si elle vous a rappelé que vos limites ne sont pas égoïstes, mais nécessaires, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Il y a d'autres histoires, comme la mienne, dans la description ci-dessous. Je vous retrouve dans la prochaine. Prenez soin de vous d'abord. Personne d'autre n'en a la charge.